Ensemble. Une émission proposée par Anne. La Deuxième République indépendante est une chance extraordinaire pour la nation arménienne pour affirmer sa place dans le concert des nations et donner des ailes à ce peuple pour se réinventer et se renforcer dans un environnement géopolitique pour le moins hostile à bien des égards. Mais pour se reconstruire, il faut créer les bases d'un État solide et une société équilibrée et démocratique. Dans ce quart sur table, nous ferons un retour sur l'évolution de l'Arménie après les années 2002 et jusqu'à nos jours, en suivant l'agenda et les thématiques proposées par Vahetermination, journaliste indépendant qui travaille ou a travaillé pour plusieurs journaux, Le Monde, Le Temps, Libération, L'Express, et qui a surtout été l'envoyé spécial de France-Arménie, en Arménie justement, et pas que, et qui nous propose un recueil de ses articles dans un ouvrage intitulé Arménie, chronique de la Troisième République chez l'Harmattan. Bonjour Vahetermination. Bonjour. Donc nous parlerons beaucoup de l'Arménie vue par Vahetermination ce matin, mais il n'était pas, et vous n'étiez pas seul toujours en Arménie, puisque vous avez été accompagné à maintes reprises par le photoreporter Jean-Manouk Yeremian, qui est avec nous ce matin. Jean-Manouk Yeremian, bonjour. Bonjour, Anton. Ainsi que Diklan Yegavian, qui est journaliste lui aussi et surtout observateur de la vie arménienne diasporique, mais arménienne dans un sens plus large, donc l'Arménie, la République d'Arménie également. Alors, Vahetermination, merci pour ce rappel, parce qu'on a l'impression parfois qu'on vit l'Arménie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les événements d'aujourd'hui, et puis vous nous proposez non pas une vue d'ensemble, puisque vous ne reprenez pas, et vous étiez peut-être pas actif journalistiquement depuis la naissance de la République, la réindépendance de la République en tant qu'envoyé spécial, mais surtout à partir de 2002. Donc on va suivre le schéma de ce livre, comme je viens de le dire, et je vais vous poser la première question sur le titre, parce qu'il y a une confusion dans l'esprit de certains. Pourquoi la Troisième République? Pourquoi pas la Deuxième? Est-ce qu'on appelle cette République la Deuxième République indépendante pour faire éviter les amalgames? Pourquoi ce choix de Troisième République? Je pense que de toute manière, il faut expliquer le titre dans son ensemble. Bon, ça s'appelle Arménie, chronique de la Troisième République. Je pense que effectivement, troisième, vous vous focalisez sur l'explication du deuxième mot. Mais en réalité, je pense que chacun des mots doit être expliqué. Alors, d'abord, pourquoi une chronique alors que là-dedans, on va trouver que des reportages faits sur le terrain. J'ai pris le parti pris de ne pas publier les articles que j'ai pu faire de l'extérieur. Tous les articles, à une exception près, ont été faits à partir d'informations récoltées sur le terrain. Alors, et il ne s'agit pas de tous les reportages que j'ai pu faire, mais d'une sélection de ces reportages. Alors pourquoi chronique? Parce que une chronique, par définition, c'est ce dont on parle. Voilà. C'est pas des chroniques comme les chroniques martiennes, parce que je suis tout seul à l'écrire, a priori. Et donc, je n'ai pas l'impression non plus de l'exhaustivité, parce que c'est des articles qui sont sortis dans des journaux, qu'il y a d'autres journalistes tout à fait compétents, et que chacun se complète, et que ce n'est pas non plus une vision exhaustive de la vie politique arménienne, parce que c'est un ouvrage qui est très centré sur l'actualité politique. C'est pas forcément une analyse de l'actualité, c'est l'actualité rapportée. C'est les événements majeurs. C'est les événements majeurs dont l'on parle. Par exemple, il y a peu de choses sur les relations arméno-russes qui pourtant sont très très importantes, mais finalement on ne le voit pas tellement dans l'actualité. Donc, alors maintenant, troisième, alors je sais très bien que dans le dogme de certains, la Troisième République, on en est aujourd'hui à la deuxième, puisque certains ne reconnaissent pas la République socialiste soviétique d'Arménie comme étant une Arménie indépendante. Bon,
Oui, Troisième, c'est que là, sur le mot indépendance. voilà, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même 3 constitutions qui se suivent et que c'est l'usage. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi République? Alors qu'en fait, dans cet ouvrage, on ne va pas trouver simplement de l'actualité sur la vie politique arménienne ou ce qui s'y passe, ou le Karabakh, qui n'est d'ailleurs officiellement indépendant, qui n'est pas le même État, mais qu'on va trouver des reportages qui sont en Turquie, en Géorgie, au Moyen-Orient, etc. Parce que je pense que aujourd'hui, c'est une idée qui sera sans doute contestée par certains, mais je suis convaincu que quelque chose a changé avec l'Arménie indépendante en 1991, que le monde arménien procède de cette république indépendante, que tout part et revient à ça. Alors, comme ça, si on reste en diaspora, on a peut-être l'impression qu'il y a une continuité dans les revendications politiques, sur le génocide, sur la reconnaissance, sur ceci, sur cela, mais tout a changé. Tout a changé, et donc, finalement, parler de l'histoire de la Troisième République, c'est parler aussi de l'histoire de la diaspora, c'est parler de l'histoire de la région en entier, et donc ça doit être pris d'un sens large, parce que de toute manière, on revient toujours à ça, et tous les réseaux passent par là. Il n'y a pas de groupe qui fait des actions politiques en diaspora ou je ne sais où, ou qui prend une initiative sans passer par l'Arménie aujourd'hui. Ou sans penser à l'Arménie. Et c'est une autre différence majeure. Quelque part, il y a une interview de Rank Markarian dans cet ouvrage. Il dit une chose que j'ai faite à l'occasion du 20e anniversaire de la République indépendante. Il dit une chose, dépendamment de ce que l'on peut penser de lui, je veux dire, il dit une chose intéressante, c'est qu'il dit l'Arménie indépendante, c'est une force. C'est une force considérable. Et effectivement, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui pour la question kurde, quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement en Syrie ou en Irak du Nord, on s'aperçoit qu'effectivement, disposer d'un État, c'est une force formidable. Parce qu'on oublie en quelle situation on était auparavant, quoi. Alors, Jean-Manouk Yeremian, vous avez été très souvent avec Vahe, parfois seul en Arménie. Quelle a été votre motivation, vous, mis à part la motivation professionnelle, mais en tant qu'Arménien, d'aller couvrir non pas le Zimbabwe ou l'Afghanistan, mais l'Arménie? Mes reportages se situent avant l'effondrement de l'URSS. J'y suis allé avec 6 paperesses envoyées par eux, et j'ai eu l'immense plaisir de voir l'une de mes photos faites en 1988 être choisie comme photo de l'année dans le Time. Alors que c'était mon premier reportage, et que M. Sipaougou, qui était le fondateur de cette agence, reconnaissait peu ou prou le génocide arménien. Sinon, je ne serais peut-être très certainement pas allé avec lui, avec son agence. En fait, je voulais vivre ces événements plus que les rapporter, mais je les ai aussi rapportés. Je les ai vécus de l'intérieur, puisque je suis allé dans mon tout premier reportage, j'y suis allé en 88, j'y suis allé pour 15 jours, j'y suis resté 1 mois. J'ai fait des photos que j'estime être uniques, non pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'il n'y avait pas tellement de photographes. Oui. Certains avaient peur, et moi j'étais un petit peu protégé du fait que j'étais étranger, un petit peu. Et ensuite, en 90, j'y suis allé et j'y suis resté 11 mois en tout, 6 mois en Arménie, 1 mois entier au Karabakh. Je m'y suis rendu avec un faux passeport, c'est-à-dire un passeport qui appartenait à un chauffeur de taxi, et la milice arménienne à Yerevan m'a enlevé la photo de monsieur, a mis la mienne, a apposé un timbre sec. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un timbre sec. Et je suis allé ainsi au Karabakh. J'ai appris beaucoup plus tard que Antoine Agoujian a pu, le photographe, a pu y aller comme ça avec peut-être, je crois, l'Alliance. C'est pas l'Alliance, c'est une ONG des pharmaciens. Sa sœur y travaillait. Et donc tout ceci pour mais moi j'y suis allé avec un faux passeport parce que un homme pour aller au Karabakh, un homme ou une femme, en juillet 1990, il fallait Korantsevadz Lal
à Stepanakert, c'est-à-dire enregistré. Oui. Et donc un passeport de là-bas. Et donc ensuite on a fait l'opération Anvers quand je suis retourné. Je suis retourné grâce au Mardirosyan, la Rachnort, l'archevêque qui m'a fait un faux papier pour pouvoir retourner avec l'avion qui avait servi à apporter des remèdes pour l'ONG dans laquelle travaillait Madame Agoudjian, Mademoiselle Agoudjian, la sœur du photographe. Et c'est ainsi que j'ai fait plein de photos. Combien de voyages en tout depuis l'indépendance ? À peu près. Je ne l'ai pas compté, mais je pourrais les compter puisque j'ai, en trichant, gardé tous mes passeports. Alors, et donc, je pourrais peut-être dire une quinzaine ou une vingtaine. Alors, on va parler de vos expériences ensemble en Arménie. Diklan Egavian, vous qui êtes lecteur de ce livre aujourd'hui, comment voyez-vous l'approche méthodologique d'un journaliste de la diaspora, vous travaillez beaucoup sur la diaspora, qui va en Arménie et qui rapporte des événements? Comment il les rapporte? Est-ce que le degré d'objectivité qui est nécessaire dans ce travail, vous la trouvez? Déjà, il faut saluer la parution de cet ouvrage parce que en langue française, les livres sur l'histoire récente de l'Arménie se comptent sur les doigts de la main. On a des thèses politiques, d'histoire, de sciences politiques, comme le livre de Taïn Papazian. On a aussi le livre de Seta Mavian, paru en 2015. Mais ce que nous révèle le livre de Vahet Termination, c'est qu'il y a une vraie singularité, à mon sens, du journaliste arménien de diaspora, qui ne peut pas être assimilé à un journaliste lambda. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un journaliste arménien de France qui travaille sur ces sujets ne peut pas ne pas être militant. Je pense qu'il y a une vraie dose de militantisme, et Vahet ne s'en cache pas. Vahet est un militant sincère, mais un militant qui met son militantisme au placard quand il travaille sur les sujets d'actualité politique arménienne, avec l'objectivité qu'on le connaît. Donc il y a une vraie rigueur, si vous voulez, journalistique, une vraie méthode, une vraie déontologie. Et je voudrais le saluer à cet égard parce que c'est très difficile de ne pas être intoxiqué par l'idéologie quand on traite des sujets aussi passionnels avec notre perspective. Donc vous m'interrogez aussi sur cette histoire de trouver la bonne distance. Je pense, Vahet va répondre peut-être mieux que moi, que c'est peut-être en rapport avec sa formation scientifique. Mais en tout cas, moi je pense que ça vaut la peine de développer aussi cette thématique sur ce que être journaliste arménien à la diaspora signifie au XXIe siècle, sachant aussi que le mois de mars s'est déroulé à Yerevan une importante conférence organisée par la FRA Dashnak Soutioun, réunissant tous les patrons de presse, tous les rédacteurs en chef des journaux du réseau FRA. Et quelles sont les perspectives qu'on sous-entend en termes de développement du traitement de l'information? Alors justement, on va s'apercevoir de l'approche du journaliste, de l'envoyé spécial à travers la discussion qu'on aura sur l'évolution de l'Arménie. Et moi, je veux commencer la termination avec le premier chapitre, enfin le premier article que vous nous proposez, Yerevan se rêve en grande capitale, puisque on est dans une période où les années 90 sont derrière nous, Robert Kocharian est au pouvoir, et c'est une sorte de période de prospérité qu'on vit avec un taux de croissance assez spectaculaire pour l'Arménie, beaucoup de constructions dans le pays et surtout dans la capitale et surtout dans le centre de la capitale. Donc, est-ce que c'est quelque chose de déterminant pour la vision qu'elle veut se donner l'Arménie pour l'avenir à travers sa capitale? Oui, enfin certainement. Ce qui caractérise, je pense, quand même toute la période qui précède, il y a quand même une articulation pour lequel ce livre commence en 2002. C'est que jusque-là, la situation économique, de vous parler de prospérité, c'est pas une prospérité. Vartan, c'est un décollage économique. Un décollage économique qui s'amorce à partir, effectivement, de la présidence de Kocharian. Là, en 2002, c'est déjà sa deuxième présidence de la République. Et effectivement, il y a une croissance qui commence à s'opérer après une période absolument catastrophique pour l'économie du pays, pour le pays en général. On parle aujourd'hui beaucoup de l'immigration qui se passe en Arménie, mais la grande saignée, c'est fin des années 80, début des années 90. Le pays perd 1 million de personnes ou quelque chose comme ça. Les industries ferment. Il n'y a plus une usine qui fonctionne. Je me souviens très bien, une fois, je suis allé, j'étais en voyage, je sais pas où j'allais, je passe par Aleverdi, je vois une usine une cheminée d'usine avec de la fumée qui sort.
Ça faisait depuis, je sais pas, 8 ans, 10 ans que j'avais pas vu ça. Dans les campagnes, il n'y avait pas de tracteurs au départ. Ok, il n'y avait pas d'essence d'ailleurs. Enfin, les tracteurs fonctionnaient pas. Tout était complètement désolé. On était dans un chaos invraisemblable. Une ville comme Vartenis, dans laquelle j'ai eu l'occasion de me séjourner, c'était une ville de 30 000 habitants transformée en 10 000 habitants parce que il y avait des travailleurs qui venaient de l'extérieur, de l'Union soviétique, qui étaient repartis chez eux, puis les gens avaient foutu le camp. Et donc, il y avait des villages aux alentours de Vartenis qui avaient plus de population que la ville elle-même. Alors effectivement, à partir... et puis, dans les mentalités, dans les têtes des gens étaient persuadés qu'on allait revenir à la période communiste, qu'on allait revenir au collectivisme, que tout ça, ça n'aurait qu'un temps, qu'on reviendrait en arrière, et donc prenaient pas d'initiative. Je me souviens de villages dans lesquels les gens, ils avaient, je sais pas, il y avait un problème d'alimentation en eau, le tuyau était cassé, les types attendaient tranquillement depuis 3 ans, 4 ans, sans eau potable chez eux, en attendant que les autres fassent les travaux, quoi. Les travaux qui ne venaient jamais. Et ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Tout le monde est en Arménie quand on va se promener, et dans une démarche entrepreneuriale, chacun fait 50 boulots, etc. Ça marche pas, ça. Ensuite, on peut en discuter. Mais c'est une transformation qui s'opère. Les gens ont, à partir de ce moment-là, commencé à comprendre qu'on ne reviendrait pas en arrière. Alors justement, ces années 2000 sont importantes, et c'est important de parler de c'est juste peut-être une image, l'avenue du Nord, mais l'avenue du Nord se veut placer l'Arménie parmi les capitales les plus belles. On se compare ni avec Paris, ni avec New York, ni avec Rome, bien entendu, mais cette rue devrait moderniser un peu le pays et ouvrir une page de modernité. Oui, enfin, c'est l'Arménie qui effectivement se transforme en capitale. Bon, maintenant, les projets architecturaux en eux-mêmes, personnellement, je trouve ça pas très heureux, mais c'est en tout cas la vision qu'ont les Arméniens de la modernité. Il faut les boutiques que l'on voit un peu partout dans le monde, dans le centre-ville, les boutiques de luxe, des choses comme ça, de façon à être dans les standards. Alors Jean Manoukian, avec votre regard de photographe, est-ce que vous avez remarqué cette transformation? Et il y avait toujours eu ce débat sur l'image de Yerevan, c'est-à-dire l'image, j'allais dire ancienne, mais dans le sens architectural, réel de ce que représente Yerevan, le tuf, etc. Et puis cet aspect moderne dont on vient de parler. Est-ce que dans ce débat-là, vous étiez présent et avec votre caméra, vous avez saisi cette transformation? Oui, bien sûr, mais avant peut-être de dire certains mots à ce sujet, je voudrais vous dire que je trouve que vous avez de la suite dans vos idées, vous. Puisque vous êtes aussi quelqu'un qui s'occupe de tourisme, et avec les très nombreux sujets qu'a abordé Vahe dans son livre, ils sont très très nombreux, vous abordez ce sujet-là qui est très important et qui touche au tourisme. C'est pas mal, c'est bien vu de votre part. Alors, vous me demandez quoi? Oui, j'ai vécu ça, mais je n'ai pas vécu personnellement une expulsion comme ces pauvres gens ont été expulsés de l'avenue du Nord, qui ont été payés pas grassement comme indemnité, qui ne pouvaient même pas se reloger avec la somme qu'on leur proposait. Ça, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je sais que c'était horrible. Alors justement, là, on évoque un sujet aussi social. Il y a eu des manifestations, pas seulement pour ces pauvres gens qui ont été délogés, parfois dans des conditions pas très agréables, parce qu'il fallait construire cette avenue du Nord, mais il y a eu des manifestations à des moments différents et des manifestations à base sociale. Alors ces manifestations-là, Vahe Termination, est-ce que vous avez été au moment, parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations sur ces critères-là, ou très peu, on en a vu en 2016, 2015, avec deux grandes manifestations pour les transports et pour l'électricité, mais l'Arménie n'a pas de grandes manifestations sociales. Oui, c'est pas le fait c'est que on dirait que la classe politique ne s'empare pas vraiment de ce thème.
Dans les premières années, le seul débat qu'il y avait dans la classe politique, c'était la question du Khalabor, la question de l'indépendance, mais on ne voyait même pas de discussion sur les problèmes sociaux, sur l'économie. L'écologie, oui, mais ça s'est arrêté très vite au début des années 90. C'était pas une revendication. Alors pendant des années, on est resté là-dessus, et c'est finalement assez tardivement que ce débat sur les problèmes sociaux et économiques est intervenu dans la vie politique. Mais il est périodiquement pollué par des questions nationales, je veux dire, c'est par période. Alors justement, Diclani Gavian, aujourd'hui en France par exemple, depuis toujours, il y a ces classes, il y a la gauche et à la droite. La gauche a des missions, dans la gauche il y a plusieurs franges, il y a les syndicats. En Arménie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de la même manière. Évidemment, c'est une nouvelle république qui se met en place, mais en même temps, les idéologies et les partis politiques ne sont pas construits de la même manière. Absolument. Moi, je pense que je me souviens très bien de cet entretien que j'avais fait avec un militant historique de la cause arménienne, qui lui s'inscrit un petit peu dans la gauche radicale du spectre politique arménien. Je veux parler d'Alek Yenikopchian, qui me disait, dans les années 90, le consensus de Washington, le consensus ultralibéral, était vraiment un phénomène de vogue. Et quand vous parlez de mode, ça veut dire qu'il y a eu une sorte de suivisme de cette idéologie qui a cassé la classe moyenne arménienne, qui a encouragé aussi l'immigration massive, mais aussi cette idée que le libéralisme sauvage en Arménie a complètement déstructuré le tissu social, ce qui fait que la propre génération qu'on appelle les Homo soviéticus se sont trouvés étrangers dans leur propre pays. C'est ce que dit d'ailleurs pas mal de travaux là-dessus, quoi. Vous avez les travaux de Levon Abrahamian, un grand ethnologue qui met l'accent là-dessus, que je trouve assez intéressant, et j'en ai parlé aussi dans mon ouvrage. Donc la gauche, non, elle n'existe pratiquement pas, si ce n'est la FRA qui a eu recours dans ses campagnes, mais aussi ce mépris ahurissant de l'intérêt général qui est mis en avant par les opposants radicaux. Et pour compenser ce vide, on a eu recours à l'idéologie neuchtéenne, c'est-à-dire que beaucoup de partis nouvellement créés ou de rien, comme le parti au pouvoir, le parti républicain, ne s'est pas trop creusé les chines et a surtout eu recours à une littérature prête à consommer, une sorte de self-service, et est allé puiser tout simplement dans les écrits de Galekin Neuchté sans trop se poser de questions. Et on a eu une déclinaison, je pense, de cette idéologie qui, à mon sens, est assez superficielle et constitue, à mon sens, plus un phénomène de mode, sans vraiment chercher à creuser d'autres alternatives, alors que nous avons, à côté de ça, une forte créativité, une vivacité de la part d'une société civile qui était complètement embryonnaire au début des années 2000, mais à la faveur des mouvements successifs sociaux, comme les mouvements pour l'électricité à Bahramian, commence à se structurer étape par étape. Alors quand on voit, et que vous rapportez avec termination, les quelques manifestations, par exemple en 2004 en Arménie, avec une sonorisation un peu, j'allais dire, une sonopoussive, comme vous le dites dans l'un de vos articles, on a l'impression que quand on est 5000, c'est une manifestation gigantesque pour une cause sociale. Alors que, et puis dans le même article, vous parlez comment tout le monde de toute façon pense que ça va pas aller très loin. Donc on fait une manif, mais on sait que dans ce pays, on ne résout pas les questions avec les manifestations. Pas tout à fait quand même. Pas tout à fait. Si on regarde le plan, pour revenir sur le plan de Yerevan, si on regarde Yerevan est conçu comme une ville antique et la place de l'Opéra, c'est pas simplement, c'est l'agora. C'est l'agora, c'est l'endroit où on va interroger le peuple, on va le consulter, on va prendre son avis. C'est là où les leaders vont se succéder. Et ce qui compte, c'est cette consultation dans la vie politique. C'est un passage obligé et le nombre de gens, évidemment, compte, mais il faut rester quand même raisonnable dans l'échelle du pays. C'est pour ça que d'ailleurs dans aucun des articles il y a, ou peut-être il y a des mentions sur le nombre de manifestants, parce qu'en réalité le nombre de manifestants est
de toute manière réduit. On remplit la place de l'Opéra. Remplir la place de l'Opéra, ça peut, dans son ensemble... Il faut 50 000 personnes. Oui, il faut peut-être 50 000 personnes, mais en réalité, avec un coup d'œil, on voit entre les gens qui sont derrière les arbres, etc., c'est quelques milliers de personnes. Mais c'est pas pour autant que ça... Et souvent, on nous dit que sur les 3000 manifestants, il y a 500 éléments des forces de l'ordre infiltrés pour contrôler la situation. Oui, alors ça, on peut parler effectivement des opérations de police derrière ça, oui. Enfin, ça tout dépend des périodes. Alors justement, vous en parlez, les opérations de police, et vous dites, au début, quand il y a des phénomènes d'agression ou de violence de la part de la police, vous dites, ou quelqu'un vous dit que c'est parce que ils sont pas expérimentés encore, ils savent pas gérer une manifestation. Mais on a vu un peu plus tard, en 2015-2016, dans ces grosses manifestations pour l'électricité, ils ont été aussi violents, et alors qu'ils avaient appris à gérer les manifestations. Donc la question, c'est de savoir quelle est la politique de la police dans la gestion des manifestations. C'est écraser et réduire au silence toute possibilité de se faire entendre. Alors, c'est pas la gestion d'abord l'action de la police ou des services de sécurité, à mon avis, en Arménie, ne dépasse largement le cadre des manifestations. Je pense qu'ils ont des informateurs partout, que l'Arménie c'est un petit pays, qu'ils ont des gens infiltrés, des gens qui renseignent, que tout le monde est compromis quelque part en Arménie parce que le système est dans un tel chaos que de toute manière, pour pouvoir vivre, on est obligé un petit peu de frauder, etc. Donc tout le monde, il n'y a personne qui arrive à s'en sortir. Comment ils gèrent, on a vu, ça peut être... moi, je ne ferais pas confiance à la police au cours d'une manifestation en Arménie. En 2008, on a vu ce qui s'est passé avec les émeutes de Yerevan. Tout ça, c'est très très mal terminé. Ils sont pas... Alors peut-être qu'après ça, ils ont commencé à se former un petit peu plus, ils ont pris les devants, etc. Mais on en est absolument très loin, oui. Alors, très loin des critères d'ici. Declan et Gavian, tout à l'heure, nous parlaient des partis politiques. On est d'accord que généralement, pas exclusivement, c'est pas le cas, on veut pas généraliser, mais quand même, il y a cette tendance à se rassembler autour d'un chef politique. Donc, comment est née cette tendance à non pas créer des idéologies, mais de suivre un homme? Je pense que c'est un héritage du système féodal. Enfin, en tout cas, l'Arménie, si elle a une faiblesse, vraiment, si elle souffre d'un cancer, c'est l'absence de culture étatique. Contrairement à son voisin géorgien, qui lui a une expérience étatique dans l'histoire. Les Arméniens sont étrangers à ce sentiment, vu que le dernier État qu'on a perdu, c'était au XIVe siècle, et que l'éphémère République indépendante n'a pas été en mesure de forger un sentiment d'appartenance à un État. L'État est toujours perçu dans l'imaginaire collectif, à mon sens, comme un ennemi. Comme disait Vaï tout à l'heure, on va le contourner, on va frauder, on va survivre à l'État oppresseur. Ça, c'est le premier constat. Et en même temps, on lui obéit. On l'obéit. C'est le premier constat qu'on peut faire de l'extérieur. Le deuxième constat aussi qu'on fait de l'extérieur, quand on n'a pas d'attache forcément identitaire, culturelle à ce pays, on va tout de suite catégoriser l'Arménie on va l'étiqueter comme un pays ex-soviétique. On va le mettre dans ce magma ex-soviétique. Donc forcément, on a une autre grille de lecture qui n'est pas une grille de lecture où l'affect occupe une place prépondérante. Et je notais donc cet article, cet entretien qu'avait fait Vaï en septembre 2011, c'est-à-dire lors de l'anniversaire de l'indépendance, septembre 2011, c'est le 20e anniversaire, avec le président du comité Helsinki des droits de l'homme, Aveti Kishranian, qui dit l'Arménie n'est ni un État démocratique, ni totalitaire. Et donc là, il fait vraiment une nuance importante qui doit être opérée quand on a tendance forcément à généraliser, à comparer l'expérience politique de l'Arménie avec les trajectoires d'Asie centrale ou du Caucase. Et donc il dit que le vrai souci qui se pose, c'est la collusion entre les milieux d'affaires et la classe politique. Et là, je cite, les hommes d'affaires n'ont pas l'audace de participer au financement de partis politiques d'opposition. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Arménie est un État non démocratique. Attention à l'usage des mots. On parle d'un État non démocratique, on reste dans la nuance. Oui. Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il ne dit pas c'est parce qu'on n'est pas démocrate,
où l'État n'est pas démocratique complètement. Peut-être qu'il faudra agiter complètement, parce qu'il y a des expressions de démocratie dans ce pays quand même. Il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on n'est pas dans un pays un peu démocratique, mais la démocratie, elle est justement, et là on va parler des élections, elle n'est pas exprimée à 100%, ne serait-ce que au cours des scrutins électoraux. Et que vous avez, peut-être par détermination, couvert toutes les élections depuis ces années 2000. J'ai couvert toutes les élections depuis les années 2000. En fait, j'ai fait 10 élections en Arménie. Parce qu'il y en a d'autres avant, hein, oui. Avant 2002 que j'ai suivi. Écoutez, oui, j'ai vu 10 élections, on y va. Dans les bureaux de vote, tout se passe bien? Oui, voilà. Pendant des années, pas dans cette antenne, mais aussi ailleurs, on a évoqué la question des fraudes électorales. On a parlé, voilà, que finalement, tout en haut, on était en train d'inverser les résultats des élections ou des choses comme ça. Mais ça m'a jamais convaincu. Ça m'a jamais convaincu parce que c'est pas qu'il n'y a pas de fraude en Arménie. Bien sûr, il y a des fraudes. Bien sûr, surtout dans les premières années, on vidait les urnes, on inversait les résultats et tout ça. Mais quand... Avec une coupure d'électricité à 20h au moment de compter les votes. Oui, voilà, mais en même temps, si vous voulez, on est quelques-uns quand même, on n'est pas beaucoup. Hein, on est 2-3 à avoir suivi toutes ces élections pendant ces années-là. De France. Des Français, enfin on n'est pas nombreux. Hein, de toute manière, comme journaliste à suivre ces affaires-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit pas grand-chose. Moi, chaque fois que je vais faire une élection en Arménie, je suis à l'ouverture du bureau de vote. Je vais faire un tour dans les bureaux de vote dans la capitale. Je vais dans les campagnes. Je reviens. Je fais une quinzaine de bureaux de vote. Je vais faire le tour des bureaux de campagne des partis politiques. Je vais à la commission électorale centrale. Je reste le soir. Je regarde ce qui se passe à la télé. Je fais le tour des médias pour voir ce qui peut se passer à l'intérieur et quelle est l'ambiance là-dedans. Et on constate rien. Aux dernières élections législatives qui ont eu lieu en mai 2017, on oublie de dire quand même combien il y avait d'observateurs. Combien il y avait d'observateurs ? Il y avait 26 000 observateurs. 26 000. Locaux et internationaux. 26 000 observateurs. Combien de cas de fraude rapportés ? Quasiment aucun, ou 5-6 affaires. Alors, Mais, c'est pas pour autant que ces élections sont parfaites. Enfin, c'est pas qu'elles sont parfaites, c'est que l'Arménie souffre, comme beaucoup de pays de l'ex-Union soviétique, mais aussi certainement de certains nombres de pays d'Europe centrale, de ce qui est une véritable maladie et un véritable cancer, qui s'appelle les ressources administratives. Les ressources administratives, c'est pas juste emmener les élèves, aller à des manifestations, c'est un ensemble de méthodes. Un ensemble de méthodes qui consiste à la fois à corrompre les électeurs, à la fois à faire la pression sur les travailleurs dans les usines, à la fois à les amener aux manifestations, mobiliser des moyens de l'État ou d'autres moyens, ou si c'est pas les moyens de l'État, c'est les moyens propres d'un entrepreneur qui bénéficie, lui, des moyens de l'État. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que la fraude se fait, non pas le jour de l'élection, mais les semaines précédentes. Et là, excusez-moi, là vous touchez un point, parce que vous parlez de fraude, mais ce n'est que depuis l'adoption du dernier code électoral que c'est une fraude. Jusque-là, c'était pas une fraude de prendre de l'argent. Il faut quand même Non, mais là, on joue sur les mots, mais vous confirmez qu'il y a de l'argent qui circule pour les élections. Il n'y a pas que de l'argent, il y a tout. L'observateur ne voit pas ces fraudes. Faire voter les morts, faire voter à plusieurs reprises des électeurs cooptés. Moi, je me souviens très bien de ces malheureux yézidis, tous membres du Parti républicain qui faisaient en microbus contre-emballés de village en village. Donc, on ne peut pas parler de fraude à la lumière de notre propre grille de lecture. Il y a un vrai travail qui doit être fait. Je dirais même un travail scientifique. Alors,
Jean Manouk Yeremian. J'aurais deux remarques à faire. Oui, sur les élections et sur sur les élections, non, pas sur les élections. On est sur les élections. Oui, d'accord. Bon, vous les ferez tout à l'heure. Je veux dire, avant de les oublier, je préfère vous dire que j'en ai deux à faire. Voilà. Alors, on va les faire tout à l'heure, mais restons sur les élections. Et ce qui est très important, c'est que il y a eu des phases très importantes depuis 2002, puisque c'est de cette période-là qu'on parle. Il y avait des choses peut-être à dire sur 96 si on allait un peu plus en arrière, mais il y a eu deux moments très importants. Il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas 2008 et 2013, des élections très chaudes, avec en 2008 le retour de Leventer Petrosyan. Depuis 2007, il s'est déclaré candidat, et en 2013, donc Rafi Hovhannissian qui se porte candidat contre Serge Sargsyan. Vous avez suivi ces deux élections. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux candidats déjà qui se mettent face à l'homme fort du moment? Je comparerai pas Leventer Petrosyan avec Rafi Hovhannissian, en tout cas pas leur campagne. La campagne de 2013 de Rafi Hovhannissian, c'était quelque chose d'assez surprenant, et en tout cas pour moi ça m'a appris beaucoup de choses, parce que je l'ai suivi lorsqu'il allait faire campagne dans les provinces. Et il avait quelques ressources financières, et il avait décidé de ne pas consacrer ses ressources à l'organisation de ses meetings. Parce qu'évidemment, lorsqu'on assiste à un meeting en Arménie, c'est formidable, il y a plein de gens qui viennent. Mais ces gens-là, ils viennent pas spontanément. Ils viennent parce que on les mobilise, on leur fait des petits cadeaux, on ramène des gens, on paye des paysans ou je sais pas qui, et ils viennent à l'élection. Ce résultat, ça fait du nombre. Mais avec Rafi Hovhannissian, je l'ai suivi, et il improvisait des meetings, c'était absolument insensé. Il s'arrêtait dans un village, il y avait un type qui était passé la veille et qui avait dit Rafi Hovhannissian, et là j'ai vu l'état zéro, le degré zéro de mobilisation politique dans les esprits en Arménie lorsque il n'y a pas de ressources financières derrière. Il y avait quasiment personne. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Alors, le rapport de force avec le Rafi Hovhannissian, on le connaît, on va pas se le raconter, on connaît très bien tous Rafi Hovhannissian autour de cette table. Bon, c'est pas un foudre de guerre, il va certainement pas se lancer, Rafi Hovhannissian, dans un rapport de force avec le pouvoir, et surtout à l'époque, il n'avait personne autour de lui, parce que je vous rappelle que... Il était seul candidat. Il était le seul candidat, enfin, il n'était pas le seul candidat, il y avait par défaut, parce qu'il n'y avait pas de Lalikian, il y avait d'autres gens aussi. N'était pas candidat. Mais les autres, la classe politique avait décidé de ne pas présenter candidat, et forcément, il se retrouvait avec un score important, parce que 37%. 37% forcément, parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Les gens, et donc ça a été une surprise pour la classe politique, qui a commencé à s'apercevoir que tiens, on pouvait obtenir 37%, et aussi un nombre quand même assez conséquent de voix si on s'investissait dans la vie politique. C'était quand même une absurdité. C'était évident que ce serait comme ça, que tout le monde n'allait pas voter pour Serge Sargsyan. Bon, voilà, donc ensuite, il a fait ce qu'il a pu, mais comme il était tout seul, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse, quoi? Je veux dire, il a été beaucoup critiqué, on a beaucoup raillé son comportement, mais en même temps, c'était un comportement responsable dans le sens où sa première préoccupation, c'était d'occuper ses manifestants et d'empêcher quand même qu'il y ait des blessés, quoi. Oui, voilà. Alors parce qu'il y a le souvenir du 1er mars et 2 mars 2008. Avec, à l'époque, de la candidature de Leventer Petrosyan. Oui, alors cet épisode-là, c'est un épisode majeur dans l'histoire de l'Arménie. On a, le 1er mars dernier, célébré le 10e anniversaire de ces émeutes en Arménie. C'est ce qui était très frappant, parce qu'on était avec Max Sibassinian et Laurence Ritter et Maïté Jardin cette nuit-là à Yerevan, c'était le déchaînement, quoi. J'ai écrit, j'ai raconté ce qui se dit dans le livre, c'était la manière de... Enfin, quand on a tous vu des manifestations violentes à Paris, en France, où il y a une culture de ça.
Il y a une culture de la bagarre de rue, la police avance, les manifestants reculent, on envoie un caillou, on revient, on s'en va, etc. Là-bas, en Arménie, il n'y a aucune culture de ça. C'est l'occasion de laisser partir toutes ces frustrations, et ça se déchaîne dans une violence insensée. Sans aucun contrôle, par exemple, je me souviens, la police avançait, les gens, au lieu de reculer, ils avançaient contre la police, et avec des bâtons. Et les leaders qui se succédaient sur la scène, qui commençaient à devenir complètement avec des discours de plus en plus délirants. On était dans une folie collective qui est un peu inquiétante. Et c'est pour ça, je pense, cette violence est en réalité en Arménie. L'Arménie est une cocotte sous pression, et périodiquement il faut absolument faire sortir la vapeur, et des fois on contrôle pas. Alors vous avez justement plusieurs articles consacrés à ces épisodes et le 12e round, sa interprétation, et finalement ces événements graves dont on n'a toujours pas su qui, sur le plan de la justice j'entends, était responsable, qui a fait quoi, qui a ordonné quoi, mais on n'oublie pas que c'était Robert Kocharian qui était au pouvoir avant l'arrivée encore de Serge Sarkissian à ce moment-là. Excuse-moi, j'aimerais bien interpeller Vahe sur je vais juste donner la parole à Jean-Manu Kérémian sur ce sujet-là. Aussi. Alors, Levente Bedrosian n'a pas le même itinéraire que Rafi, bien que ce soit tous les deux des universitaires. Lui, c'est l'arménologie, linguistique, tout ce que vous voulez. Rafi, il a fait des études qui conduisent aux politiques. Tous les deux sont nés à l'étranger, l'un en Syrie, Levente Bedrosian, mais il a grandi en Arménie. L'autre est né aux États-Unis, mais il a épousé une Arménienne. Levente Bedrosian a épousé une personne de Leningrad qui n'était pas arménienne. Ils ont des points communs, ça c'est certain. Ils sont bourrés de talent. Sauf que ils ont une faille très très grande. Et elle est très répandue en Arménie. Il n'y a aucun leader de l'opposition qui est capable de rassembler l'opposition. Que ce soit le Tashnak Tutun lorsqu'il est de temps en temps dans l'opposition, que ce soit Levente Bedrosian, que ce soit Rafi, Héritage et autres, personne n'est capable et n'est suffisamment charismatique pour rassembler l'opposition. Ce n'est pas avec le charisme qu'on rassemble l'opposition, mais vaut mieux être charismatique que de ne l'être pas lorsqu'on veut rassembler des points de vue différents. Et donc, ceci est une très grave faiblesse de la part de Levon, de la part de Rafi. Personnellement, j'ai vécu plusieurs des élections présidentielles, pas autant que Vahe. J'ai assisté à d'autres qui n'ont pas assisté. Là, on est dans la concurrence. Non, là, je le dis gentiment. J'ai assisté à la toute première, au mois de mai 1990, les premières élections dites libres, où d'ailleurs, desquelles était exclu le parti Tashnak d'ailleurs. On parle du Conseil national suprême. Voilà. Et ensuite, il y a eu une élection, et Vasken Manoukian, à propos duquel Vahe parle pas mal dans son livre, a été nommé pour la première fois Premier ministre, etc. Et donc, je pense que les points communs, il y en a, mais ils ont aussi un point commun, c'est la faiblesse pour n'être pas capable de rassembler l'opposition, et c'est effrayant. Vous étiez vous-même le 1er 2 mars en Arménie? Non, c'est le seul truc. Non, je ne suis pas allé. Je suis allé le 13, au mois de février, plusieurs autres élections présidentielles et législatives. Mais je n'y étais pas. Oui, moi, je suis pas convaincu que Rafi Hovhannissian soit un animal politique. Il a une formation de diplomate, il a fait du droit, avocat des affaires, et surtout il a apporté un vent d'américanisation dans la vie politique arménienne qui est pas déplaisant quand on voit surtout comment il a géré sa campagne. Moi, je voulais intervenir surtout par rapport à ces événements de mars 2008. Vahe était aux premières loges, il le raconte très bien sous forme de journal de bord. Quand on a lu son livre, on est assez frappé par l'importance qu'il accorde
auquel il s'attarde à ces sinistres journées et nuits de répression, et parle de son dégoût, parce qu'il craint de voir un massacre, en fait. Il n'assiste pas au massacre qui interviendra dans la nuit. Mais il n'y a pas eu beaucoup de témoins non plus. Hein. Oui. Non, mais le soir, ensuite c'était terminé. Mais moi, je voudrais revenir, en fait, nous interroger sur sur la lassitude du peuple arménien. Parce qu'à chaque élection présidentielle, on pense que les enjeux sont là, ils sont posés. Il y a un vrai enjeu d'alternance, de démocratie. Et à chaque fois, donc, on se penche vers ce qu'on pourrait penser être un homme providentiel. L'homme providentiel, ça, on y a beaucoup cru. Est-ce que c'est forcément sain pour les Arméniens de continuer à entretenir ce mythe? Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une réforme constitutionnelle à partir de 2000, donc cette année. Le président de la République d'Arménie ne sera plus élu au suffrage universel direct, ce sera plutôt un président protocolaire élu par le Parlement. Donc est-ce que c'est c'est déjà le cas, le président protocolaire est déjà élu. Absolument. Est-ce que c'est un signe de salubrité et de salubrité, parce que c'est sain pour les institutions politiques arméniennes et pour la pratique de la vie démocratique en Arménie. Et que dire de la fatigue du peuple arménien? Moi, chaque fois que je vais là-bas, c'est souvent en été, mais je vais aussi en hiver, parce que l'été, on voit pas grand-chose quand on se cantonne dans le Disneyland, qui est le centre-ville d'Yerevan, où vous avez des cafés bondés d'expatriés de Russie et des États-Unis qui vous disent que la qualité de vie est là, que tout va bien. Moi, je sens une profonde fatigue, une fatigue générale, un sentiment de lassitude. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une idée reçue, ou que c'est quelque chose d'inexorable, et qu'à chaque élection on est davantage fatigué et résigné à laisser faire Alors justement, c'est une des questions que je voulais vous poser à la termination, c'est de savoir que Lévon Pétrosian, malgré ce que dit Jean-Manu Kérémian, c'est quand même un homme assez charismatique. Il a incarné la première période de la République. Je ne partage pas ce point de vue du tout. Alors, j'ai une explication. J'ai une explication. C'est vrai que on a beaucoup de choses à lui reprocher à plein des égards, mais ça reste peut-être un homme charismatique. Mais on va revenir sur allez-y. Oui, parce que, par exemple, lorsqu'il a été élu pour la première fois président du Présidium suprême, puisque les structures étaient maintenues en 1990, l'indépendance n'intervient qu'en 1991. Il a été élu, et ses partisans, alors même qu'il y avait absence totale de programme. En fait, les gens ont davantage voté pour le rejet du communisme que pour l'adhésion à un programme qui n'était pas présent. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est la même chose en 2008. C'est le rejet de Kocharian et de Serge Sarkissian qui pousse autant de gens à venir l'entendre. Mais moi, ce que j'appelle charisme, c'est sûr que un homme qui est capable de parler pendant 1 heure, 2 heures, sans note, ce qui est son cas, a un peu de charisme quand même. Il faut pas non plus exagérer, d'accord. Sauf que il n'a pas un charisme au point d'attirer les gens qui ne pensent pas comme lui. Non, mais moi, si tu permets, enfin, je voulais pas trop évoquer ça, mais d'abord, Lévon Pétrosian est un byzantologue quand même, réputé, et il connaît bien l'histoire de l'Arménie, il connaît bien l'histoire du Moyen-Âge arménien. La scène qui nous ont, oui, il n'est pas là pour attirer les gens dans la foule, parce qu'en réalité, il se met dans la position du roi. Les Arméniens, en fait, sont très restés dans cette vision féodale. En fait, on n'est pas dans une république, on est dans un petit royaume avec des rois. Un médicat. Voilà. Donc il n'a pas comme ça attiré les gens, il est le roi, il est légitime. C'est ce qui nous a sorti, en fait, ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'il est intervenu dans la vie politique au moment où le passage de pouvoir allait se faire entre Kocharian et Serge Sarkissian, et lui, le fondateur du royaume, puisque c'est celui qui a constitué l'Arménie indépendante, le père,
eh ben, il revient. C'est l'histoire du roi Arthur qui revient contre le prince Félon. Alors ça, je voulais pas trop le dire parce que finalement, c'est pas très décent quand on sait qu'il y a eu des morts, hein, ce genre d'amusement, etc. C'est pas du tout ça, mais c'était un peu la scène qui nous a parce que le mérite de Ravi Hovhannissian, c'est quand même de ne pas avoir laissé faire, et il a peut-être quelque part accepté une concession pour justement, et vous l'avez dit tout à l'heure, pour préserver la vie de ces militants ou des citoyens. Enfin bon, là sur l'affaire de 2008, je mets pas la responsabilité sur Levon Davidovsian, hein, qu'on s'entende bien. Levon Davidovsian, il était en résidence surveillée au moment où il y a eu les émeutes, donc il y a eu un couac là à propos de ça. Et puis, je parle de lassitude. Oui. Il y a quand même quelque chose que je voudrais quand même aussi souligner sur une spécificité de l'Arménie, c'est que l'Arménie n'a jamais connu d'alternance. La seule épisode de fausse alternance a été la démission en 1998. En 1998, qui a vu succéder une révolution de palais, en fait. Voilà, à Levon Davidovsian, Robert Kocaman, mais qui n'était que son Premier ministre après tout. Tandis que si on regarde un petit peu juste à côté, chez notre voisin, pas besoin d'aller chercher très loin, la Géorgie a connu déjà 2 alternances par les urnes. Et je pense que l'Arménie fera un pas en avant le jour où elle sera capable de mener une alternance. Alors, nous allons parler des relations avec la Turquie parce que un des événements, phénomènes politiques majeurs de ces dernières années, ce sont les protocoles arméno-turcs, et tout commence avec la visite du président Gül en Arménie, cette déclaration depuis Moscou de Serge Sargsyan de vouloir faire un pas vers la Turquie. Et donc cet épisode a été bien analysé, le pourquoi de cette nouvelle tendance de l'administration arménienne. Alors comment, journalistiquement, on revient aux faits, étiez-vous présent au moment où Gül, tous les deux, vous étiez présents, ce jour où on a éteint la lumière à Tizernagapet pour ne pas peut-être déranger la vision de Gül depuis le stade d'Arastan, ce jour où on a enlevé l'emblème de l'Ararat sur les maillots des footballeurs arméniens pour ne pas froisser la sensibilité des invités turcs. Comment avez-vous suivi cet événement vers la termination? Avec de la sueur, parce que c'était pas du tout évident, dans le sens où c'est pas parce qu'on est comme ça là il y a un bouquin qui sort, voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas croire que au cours de toutes ces années, on a beau faire partie du paysage arménien en quelque sorte, comme journaliste depuis des années, c'est pas pour autant qu'on est traité comme des rois par les autorités arméniennes. Et ce qui était absolument frappant, c'était de voir on n'avait aucune information, ni d'abord on n'avait pas la confirmation de la venue de Gül, on savait plus ou moins, on savait la date du match de football, mais on savait pas si Gül allait venir, aucune information sur l'heure de sa venue, sur le programme, sur s'il allait y avoir une déclaration ou non. Et il y avait un degré de désorganisation à l'époque au ministère des Affaires étrangères qui était phénoménal. C'était qu'il y avait des dizaines de journalistes turcs qui étaient venus, donc ce qui nous laissait quand même bon espoir que le président turc allait venir. Et il répondait aux questions des Turcs, des journalistes turcs, mais il ne nous répondait pas, nous, à nos questions. Et donc on nous renvoyait à la presse turque en disant la presse turque a dit ceci, a dit cela, a donné le programme de la visite, débrouille-toi. Débrouille-toi. Alors ça, on était complètement, on se marchait sur la tête parce que on n'était même pas sûr qu'à l'issue de ce match de football entre l'Arménie et la Turquie, il y aurait une déclaration des deux chefs d'État. Ce qui voulait dire que Gül venait avec un avion avec 50 ou 60 journalistes qui venaient, ils pouvaient venir en Arménie, pas dire un mot, retourner à Ankara et dire ce qu'ils voulaient. Et nous, on pouvait rien rapporter parce qu'on n'avait aucune donnée. Donc c'est comme ça qu'on l'a vécu. Alors la journée a été effectivement très
très tendu. Heureusement, les Tachenins ont manifesté, ce qui nous a sauvé bien la journée, en faisant un peu les gros bras, etc. Mais enfin, alors que ça avait déjà été négocié, évidemment, avec les autorités, hein, personne n'est naïf. Et on n'a pas, enfin voilà, c'était quand même un événement extraordinaire, quand même. Je me suis trompé. Oui. C'est dans le cadre de la politique dite du football, mais je n'y suis pas allé à Arménie. C'était à Zurich et à Bursa. Alors justement, on va parler de Zurich parce que c'est quand même une journée assez. Et à Zurich, c'était bizarre. Il n'y a même pas eu un seul discours. Oui. Et que des signatures, de peur de n'être pas d'accord entre les déclarations des uns et des autres, donc pas de discours. Et les photographes seuls ont été autorisés à être présents dans la salle où les signatures ont été apposées. C'est quand même un moment historique pour vous. Oui, mais on savait très bien. Moi, je souhaitais que ça capote. Oui, mais être présent ce jour-là, c'était quand même quelque chose pour un photoreporter. Alors, vers la termination... Attendez, je plaisante, mais je vais aussi dire quelque chose de très sérieux. C'est, de mon point de vue, l'action des Arméniens de Paris contre ces protocoles qui a contribué au fait que, partiellement, on peut dire que ça n'a pas trop marché chez Serge Sarkissian, ça l'a un petit peu refroidi. Et donc, il y a eu un écho à Los Angeles, il y a eu un écho ici, il y a un écho là-là. Et donc, je crois que un certain Vartan n'était pas tout à fait étranger à cela et plusieurs autres personnes. Ça a contribué quand même à réfréner un petit peu cet élan un petit peu aveugle du président. Alors, ces protocoles sont retirés depuis quelques jours, hein, c'est tout récent, mais en attendant, vous dites protocole et signature au forceps. Quelle ambiance y avait-il journalistiquement? Comment avez-vous vécu, même si vous n'étiez pas dans la salle? Si, on était ensemble. Non, j'entends pour le dernier moment. Le dernier moment, oui. Parce que c'est toujours comme ça, il faut l'expliquer à nos auditeurs. Il y a des moments... Il écoutait dans les salles annexes ce qui se passait, quand même. Il faut expliquer à nos auditeurs, quand il y a des rencontres entre deux présidents, par exemple, à un moment donné, il n'y a que les photographes et caméramens qui sont permis d'entrer. En général, les photographes juste pour l'image aussi, en général, mais comme il n'y avait pas de discours, ils les ont exclus. Voilà, donc c'est juste pour l'image qu'on fait entrer et c'est là le moment privilégié que vous avez pu vivre. Il y avait une retransmission vidéo dans la salle d'à côté. Voilà comment on l'a vécu. D'abord, il n'y avait pas la Wi-Fi, donc on n'avait aucune information de l'extérieur. On recevait tous sur notre téléphone portable des messages qui venaient de France. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vous rappelle qu'il y avait eu 2 heures de retard à la signature parce que l'Arménie refusait de signer, Nalbandian refusait de signer un document. Donc est arrivé. Il faut l'expliquer, parce que Davutoglu voulait faire. Il devait y avoir une déclaration, et dans la déclaration de Davutoglu, il y avait une mention sur le Harapar. C'est ce qui a freiné Nalbandian, qui a enfin compris que pour la Turquie, tout est conditionné par la question du Harapar, contrairement à ce que pensaient à ce moment-là les dirigeants arméniens. Voilà, et puis alors donc Hillary Clinton a fait donc une médiation, elle a fait un espèce de show en train de négocier dans sa voiture. Alors évidemment, ça est parti sur les réseaux sociaux immédiatement, c'était absolument extraordinaire. Et puis les journalistes turcs tournaient à toute vitesse dans toute la salle. Comment ils vont annuler les protocoles? Il y avait des bruits comme ça, ils recevaient des coups de fil d'Ankara, de leurs chaînes de télévision respectives, et ils étaient complètement en panique. Donc c'était un moment assez jouissif, parce que on avait, nous, de notre côté, aucun doute que l'Arménie allait signer, mais enfin, ils étaient assez paniqués. Voilà, et puis oui, c'était stupéfiant. Tout le monde nous disait que l'Arménie et la Turquie étaient réconciliés, et puis aucune déclaration, on signe, on fait pour les photographes quelque chose, on applaudit, et tout le monde s'en va, quoi. et tout le monde s'en va. Alors, donc dès cet instant, pour moi, c'était déjà évident, enfin, que ça ne pouvait pas aller. Enfin, déjà, on le savait. Je veux dire, quand on connaît les histoires arméniennes, c'était déjà évident que cette histoire de la fin, qu'on n'arriverait jamais à l'ouverture de la frontière, qu'on était en plein délire et que c'était une histoire de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et celui qui partira, enfin, perdra, quoi. Voilà, le premier qui, voilà. C'est la raison pour laquelle ça a duré si longtemps, parce que pour personne, justement, voulait
partir pour ne pas être le perdant aux yeux de la communauté internationale, jusqu'à la déclaration à l'ONU il y a quelques mois de Serge Sarkisian disant que jusqu'au printemps, si la Turquie ne signe pas, on annule tout. Et c'est ce qu'il a fait en quelque sorte. Il n'a pas annulé tout, hein, mais ça peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà, et puis ensuite, 4 jours plus tard, enfin, on a pris l'avion de Zurich, on est allé à Bursa. Là aussi, c'était un événement assez stupéfiant. Enfin, là aussi, on a pas mal couru, oui, parce qu'il n'y avait pas non plus de déclaration non plus, qu'on n'était pas sûr qu'il y en ait une, qu'il a fallu trouver Nalbandian qui finalement a fait une déclaration à la fin de la rencontre, mais c'était tout ce qu'on avait finalement à se mettre sous la dent pour raconter ces journées. C'était pas tout ce qu'on avait, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la manière dont les choses avaient été organisées de cette visite historique, la première visite d'un président arménien en Turquie, quand même. Alors, on va revenir, Jean Manoukian. Une minute, oui. Même deux. Alors, moi, je ne suis pas un professeur, j'aurais pu l'être d'ailleurs, mais je ne le suis pas. J'ai lu avec un esprit critique le livre, alors même que j'aime profondément Vahe, je l'aime beaucoup. Je trouve que tous ces articles sont formidables, c'est-à-dire le cœur même de l'ouvrage est impeccable, mais j'aime pas trop cette chronologie. J'ai à redire, donc je ne vais pas en parler plus que ça pour la chronologie. Cependant, il y a des fautes. Dans l'avant-promo, je lis, il s'agit de l'Arménie. Hein. Soviétisée, c'est l'Arménie. Elle signe le traité de Kars, très bien, fixant ainsi sa frontière avec la Turquie, très très bien, 13 octobre 1921. Puis renonce à sa souveraineté. Comment Si elle est soviétisée, elle est plus souveraine depuis un bon moment. J'ai une deuxième remarque après. Mais c'est pas pour le descendre, hein, je l'aime beaucoup. Moi j'aurais fait beaucoup plus de fautes encore. On est là aussi. Et la deuxième faute, mais c'est grave. C'est pas grave, non. C'est que Vahe est très très fort, mais je savais pas qu'il était aussi fort que ça, c'est-à-dire qu'il est capable de faire mourir quelqu'un sur le papier avant que les actions qui lui sont reprochées lui soient tombées sur la tête. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a eu l'action des Sasna Zerej, oui. Pendant qu'ils étaient dans cette caserne en train de résister sans être alimentés. Il y a un bonhomme avec un courage extraordinaire. Sarkisian, comment déjà ? Arthur. Il a foncé dans le tas, il a ouvert Djerkets Jampan, il a apporté du pain, etc. Il s'est fait mettre en prison, comme il était très 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 malade, et on l'a sorti de prison, mais là je rallonge, et il a été condamné. Tout ceci se passe en 2016, hein, et en 2016 au mois d'août, et le jugement, juillet, et ça déborde sur le mois d'août, parce que, d'accord, et ensuite il y a le jugement, d'accord, mais monsieur, il est très fort, il le fait mourir au mois de mars 2016. Alors ça devrait être... il est fort, il est fort. Alors, nous allons... on allait parler aussi de cet événement. Alors, il y a 2-3 événements majeurs de ces dernières années, dont cet événement, cette attaque sur la caserne de police de la part des Sasnadzerer. Alors, est-ce que vous y étiez, termination ? Non, là, vous n'y étiez pas, mais c'est... ça reste... Sasnadzerer, j'étais tout le temps. Oui, sur place, pendant les manifestations. Oui, j'ai eu l'occasion de me disputer avec ma femme. Parce qu'elle avait tellement peur que j'aille me faire massacrer. Et je me suis trouvé, une fois ou deux, j'ai pu m'escaper, mais vraiment, c'était horrible. Si j'avais été seul, je vous aurais fait un bon reportage, mais là, j'ai pas pu tellement faire un reportage, parce que ma femme m'empêchait d'y aller, mais je suis allé plusieurs fois. C'est Peter Colombo. Plusieurs fois. Et donc, le mieux que j'ai trouvé à faire, vu ces circonstances contraignantes, c'est de regarder en continu tout ce qui se passait, parce qu'il y avait au moins 3 chaînes, Azadutun Radio, on pouvait voir peut-être même parfois mieux que si on était présent.
Declan et Gavian. Il y a deux événements que je voulais évoquer. C'est d'abord le centenaire du génocide. Quelle impression on a? Est-ce que l'Arménie a fait convenablement commémorer le centenaire d'une manière la plus digne possible pour marquer les esprits aussi bien en Arménie que dans la communauté internationale? Disons que diplomatiquement parlant, c'est presque un sans faute si on fait abstraction de comment la délégation française s'est comportée pendant le déroulement des cérémonies. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit retard, il y a eu un petit couac, je me rappelle. Mais quand même, il y a eu la présence mais du président de la République. Le discours de François Hollande est celui qui est resté vraiment le plus symboliquement le plus fort dans les esprits, contrairement au discours du président Poutine. Ça c'est vraiment en tout cas un souvenir qu'on a marqué. Faut pas oublier avant de continuer que en même temps il y avait en Turquie une autre commémoration, Gallipoli, et la Turquie avait l'intention de gagner la bataille de la communication. On peut dire aujourd'hui qu'elle n'a pas vraiment réussi. Ça avait été quand même un test pour le protocole. Je me souviens, moi j'étais à Paris à l'époque, je couvrais pour les événements sur place pour plusieurs sites internet et pour France Arménie. Mais il y avait un vrai stress aussi de la part je me rappelle, enfin dans ce que tu racontes dans ton livre, en tout cas, pour être au bon moment pour couvrir, parce que le protocole présidentiel arménien avait été très très sévère à l'égard des journalistes. Moi j'étais pas sur place, mais tu peux peut-être nous en dire davantage. Oui, enfin, nous on se déplace là-bas, c'est pour voir quelque chose, et on nous avait mis dans une petite cabane avec sur le site du Zinadapert avec des vidéos. Donc ça, on était tout à fait en colère, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'ai contourné le service d'ordre en passant par derrière. Enfin bref, pour pouvoir travailler. Oui, c'était un peu. Enfin, c'était pas très. Moi, personnellement, c'est pas ce que je retiens ce 24 avril 2015. D'ailleurs, c'est pas le 24 avril parce qu'il y a eu le 23 avril, le 24, et les gens sont allés jusqu'au 25, même au 26 avril pour aller déposer des œillets là-dedans. Toutes ces commémorations officielles, etc. Bon, c'est pas. Non, politiquement, c'était quand même assez marquant, malgré l'absence de chef d'État et de gouvernement, parce que finalement, il y avait que Poutine, évidemment Poutine. Il y avait que François Hollande, évidemment 5e puissance mondiale, mais pour le reste, c'était la Serbie, la Serbie et Chypre, et il n'y avait pas les autres. Oui, mais il y a beaucoup de pays qui avaient envoyé aussi des représentants quand même. Au niveau ministériel. Au niveau ministériel, mais enfin bon, donc tous ces gens-là se sont succédés les uns après les autres pour aller déposer des œillets devant la flamme. Bon, ça a duré 2-3 heures, mais les gens, enfin la population, elle était surtout tenue à l'écart parce que les gens ne pouvaient pas accéder le 24 avril au dixième d'appel, donc les gens sont venus après. C'était ça qui était plus stupéfiant. C'est voir les gens c'est voir ces milliers de gens qui venaient témoigner quelque chose. Moi, ce que j'en retiens, c'est ça. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est voir aussi les rescapés, parce qu'il y avait encore quelques rescapés. Il y avait une trentaine de rescapés du génocide encore en Arménie, à l'époque, il y a 3 ans. On en a vu quelques-uns, etc. Et puis voir ces vieux qui racontaient une histoire qui avait pris sur eux qui se sentaient responsables finalement qui se sentaient une responsabilité de transmettre ce qu'ils avaient vu. Et c'est pas du tout évident, ça m'a beaucoup touché quand même. Il y a aussi cette visite du pape François. Est-ce que c'est un moment marquant pour vous? Moi, justement, par rapport à cette séquence, oui, je pense que c'était très intéressant de voir que les images, comment l'Église arménienne apostolique a fait montre de révérence, comme si le catholicos de tous les Arméniens était subordonné à l'évêque de Rome. Cette marque de respect était, je crois, vraiment très sincère, très profonde,
Donc une vraie amitié, un vrai sentiment de chaleur humaine à l'accueil du souverain pontife. Mais alors moi, ce qui m'a beaucoup fait sourire à la lecture des reportages de Vahé, c'est quand ils ont voulu mélanger donc la visite du pape avec la diplomatie, avec l'actualité du Karabakh. Quand il y a eu ce meeting organisé à Yerevan, je crois, de retour de Gümri avec le pape François, où on essayait de lui faire sortir de sa bouche une condamnation en fait de la politique d'agressivité militaire des forces azéries contre l'armée du De la Karabakh. guerre des 4 jours. Absolument. Donc c'était quand même un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Quand on voyait avec quel engouement, avec quelle ferveur le voyage s'était déroulé, qui à mon sens pour moi est un vrai succès. Quand on compare les autres déplacements qu'il a opérés dans la région, il y a une vraie marque d'arménophilie, et aussi le fait que le pape François ait une relation d'amitié prolongée avec l'archevêque arménien de Buenos Aires n'est pas totalement étranger non plus au succès de ce déplacement. Très très fort. Moi-même j'étais présent à Etchmiadzin et pendant les quelques événements auxquels il a pris part, et cette messe sur la place de la République, c'était quand même assez grandiose, et même sur le plan esthétique, si je puis dire, c'était bien organisé, bien fait, et puis le Rol Virab, c'était extraordinaire, et je pense que on a mal communiquer peut-être autour de les Arméniens d'une manière générale pour montrer au monde entier l'importance des mots que le pape a prononcés, parce qu'il n'est pas venu en Arménie pour faire un voyage comme il en fait ici et là. Il était venu en pèlerin dans le pays de la première nation chrétienne au monde. Donc ce sont ces mots, et c'est important que le pape catholique et l'Église catholique ayant négligé cette partie de l'histoire, c'est-à-dire l'Arménie, première nation chrétienne, eh bien le pape est venu rétablir une forme de vérité, une certaine vérité dans les relations des deux églises, et c'était quand même important. À cela s'ajoute aussi un geste de communique assez fort, puisque l'Arménie étant une nation calcédonienne, orthodoxe orientale, peut jouer un rôle de pont entre les églises dites schismatiques, les églises coptes qui entretiennent des relations assez conflictuelles avec l'église catholique romaine. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment exploité cette dimension, cette dynamique de médiateur que peuvent avoir à la fois donc le pouvoir arménien, mais aussi l'église apostolique arménienne entre le Vatican et les autres églises sœurs d'Orient. Alors, on va faire un dernier tour de table autour de ce livre. Pour Jean-Manuel Kérimien, pour vous, quel est l'événement majeur de ces 10-15 dernières années de l'Arménie que vous avez pu couvrir, accompagner? Celui qui me touche le plus, qui est peut-être pas le plus important, mais qui me touche le plus, c'est le 1er mars. Les élections liées au 1er mars. Et les affrontements. Ah oui, c'est horrible. Diklan Igavian, pour vous, le fait marquant de ces dernières années? Oui, pour rebondir à ce qu'a dit Manouk, c'est la première fois où j'ai eu honte d'être arménien. Parce que je crois que jamais... moi j'ai grandi en diaspora, donc bercé par beaucoup de mythes, beaucoup d'images d'Épinal, sur... un Arménien, c'est quelqu'un d'intègre. Il n'existe pas de prostituées, de voleurs arméniens, il n'existe pas de criminels arméniens. Et on a grandi avec tous ces stéréotypes, et on s'est pour la première fois confronté à la violence du réel. Bon, cela, et puis moi je pense que j'étais tout enfant pendant l'indépendance, mais j'ai un souvenir très très marquant de cette indépendance du 21 septembre 1991. Je me souviens très bien comme si c'était hier, j'étais un tout petit garçon, et c'est passé à la télévision, et c'était des images en couleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi c'était tout ce qui est tout ce qui est soviétique est lié à de la mauvaise couleur ou du noir et blanc, mais là c'était des belles couleurs vives, abricots, qui restent encore ancrées dans mon souvenir. La termination, votre plus grand reportage était lequel? Et après la sortie de ce livre, qu'est-ce qu'on envisage? C'est une suite normale d'un journaliste reporter qui va repartir en mission bientôt? C'est pas une élection, mais c'est presque une élection du Premier ministre, cette fois-ci par le Parlement. Est-ce que vous allez couvrir cet événement aussi? Oui, bien sûr. Je suis censé partir en Arménie le 6 avril jusqu'au 17, pour ce passage de flambeau du président de la République actuelle au Premier ministre. Ça pourrait être la même personne, c'est-à-dire Serge Sarkissian, qui pourrait rester au pouvoir, donc c'est pas vraiment une surprise.
Non, moi, ce que je retiens de la période dont il est question dans cet ouvrage, c'est, pour moi, cet ouvrage s'intéresse à la deuxième grande étape de l'indépendance. La première étape de l'indépendance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question du Khalabar, l'indépendance, la construction d'un État, le passage à l'économie de marché, l'immigration, etc. Et à partir de 2002, la grande question qui nous a préoccupés depuis 15 ans, c'est pas tellement la question du Khalabar, parce que, sauf les événements de la guerre des 4 jours d'avril 2016, finalement, il s'est pas passé grand-chose en termes sur les négociations. D'ailleurs, les grandes négociations sur le Khalabar datent d'avant 2002, c'est Key West, des choses comme ça. Mais pour moi, la grande nouveauté de cette seconde étape, c'est le rapport qu'on a pu avoir avec ce qui se passe en Turquie, quand même. C'est ce qui nous a préoccupés depuis 15 ans. Finalement, outre le fait qu'il y a eu tout ce qu'on peut imaginer, il y a eu l'enterrement de Hrant Dink, qui est évidemment évoqué dans le livre, outre le fait qu'on a pu voir une partie de l'opinion publique turque faire un virage de 180 degrés sur la question du génocide arménien, considérer que les Arméniens qui étaient quand même rangés et classés parmi les parias des parias, finalement sont pas changé l'état de l'opinion publique là-dessus. Et tout ça pour aboutir finalement au protocole, et même jusqu'à quand même une déclaration d'avril 2014 à l'occasion du 24 avril de Erdogan, qui s'est quand même excusé. Des condoléances adressées pour les événements de 1915 aux Arméniens. Bon, on en est loin d'une normalisation. Et finalement, tout ça intervient, ça arrivait depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir en Turquie, des islamistes au pouvoir, et ça intervient en 2002. Tout ce qui se passe entre 2002 et 2009 et la signature des protocoles, ça prépare finalement tout ça, ça prépare les protocoles. Donc 2002-2017, avec le dernier acte qui a été le dernier acte en date concernant les protocoles qui est intervenu le 1er mars dernier, finalement c'est autour de cette affaire-là. Je pense que c'est ça comment on peut résumer cette période. Cette période, elle est centrée là-dessus. Alors, vous l'avez dit, vos voyages, vos missions ne concernaient pas que l'Arménie, mais également le Liban, beaucoup de voyages en Turquie, très souvent avec Jean Manoukian Erbian. Merci Valet Termination pour ce livre, donc Arménie, chronique de la Troisième République chez l'Harmattan. Merci Declan Gavian. Merci Jean Manoukian Erbian, et je vous donne rendez-vous à une autre émission la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Par Hype et